Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Top Gun de ce lundi 2 mai 2022. Sell in May and go away. Bourse, sell in May and go away. Nous sommes le lundi 2 mai 2022. Quelle est la réalité statistique derrière cet adage boursier? Le marché s'apprête-t-il encore à trébucher alors que depuis le début de l'année il est en forte baisse? Bienvenue à l'émission Top Gun de cette première semaine du mois de mai qui voit aussi deux hausses de taux de la Fed attendues mercredi 4 mai et le rapport NFP. C'est parti, nous en parlons tout de suite. Alors je suis très heureux de vous retrouver ce lundi 2 mai. Me direz-vous, j'ai choisi un titre facile. Mais non, mais non. Vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que cela. D'ailleurs, posez-vous la question. Savez-vous vraiment ce que signifie l'adage Sell in May and go away? Pensez-vous qu'il s'agit de vendre le premier jour du mois de mai et de racheter à la fin du mois de mai? Eh bien non, c'est faux. En réalité, il s'agit d'une approche statistique des marchés financiers. Oh, des choses bien simples, croyez-moi, que vous maîtrisez toutes et tous. Le principe de la moyenne, la performance moyenne d'un mois en particulier, la performance moyenne d'une période en particulier, sur plusieurs années étudiées, et, bien sûr, si l'on calcule des moyennes, on calcule des déviations à la moyenne. Écart type. La période qui s'étend de janvier à avril est censée être en moyenne positive. Cette année, c'est une catastrophe. Alors faut-il sauter à pieds joints dans le sell in May and go away? Alors que d'un point de vue technique, nous sommes au port du gouffre technique, je vous l'ai montré la semaine dernière, nous y sommes revenus. Les indices boursiers américains sont sur leur bottom line de 2022, le plus bas annuel. Si ça cède, c'est 20% de baisse de plus. Si le marché parvient à tenir envers et contre tout, poursuivra ses oscillations depuis un mois, qui sont d'un moindre mal. Alors, c'est parti. Je vous propose maintenant de passer à quelques illustrations sur ces sujets. J'ai choisi, comme vous pouvez, si je me réinstalle correctement, excusez-moi, vous pouvez le constater, j'ai choisi comme image, en haut ici, à droite, la réserve fédérale des États-Unis, avec un ciel un peu voilé, orageux. Alors, orageux parce que l'orage arrive ou des rayons de soleil, peut-être la pluie terminée, le beau temps arrivant. En tout cas, il s'agit d'une semaine majeure car ce mercredi 4 mai, la Réserve fédérale des États-Unis est attendue sur deux hausses de taux d'un coup. Oui, la Fed doit passer son taux directeur de l'intervalle 25-50 points de base à l'intervalle 75-100 points de base, c'est-à-dire 0,75%, 1%, alors que le marché action est sous pression, que le dollar est au plus haut, que les taux d'intérêt nominaux sont sur des niveaux records pluriannuels. Sans oublier la guerre. La semaine dernière, les résultats des GAFAM. Ça a tenu. Un titre sur deux des GAFAM a réussi à tenir. Facebook, beau rebond. Je vais vous en parler. C'était une de mes stratégies d'achat. Alors, les temps forts fondamentaux de la semaine. Le couple Fed-NFP. Le couple Fed-NFP. La réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis mercredi 4 mai. Le rapport NFP, c'est-à-dire le rapport américain sur le marché du travail, le vendredi 6 mai. Le marché anticipe de hausse de taux de la Fed. Des résultats d'entreprises américaines encore. Bon, alors, les GAFAM, c'était la semaine dernière. Elles ont toutes publié. Je vais vous montrer un bilan. Cette semaine, des entreprises américaines publient, mais ce ne sont pas des poids lourds sur le plan de la capitalisation boursière. En fait, cette semaine, les deux temps forts sont la Fed, le NFP, et deux autres banques centrales qui publient des résultats. Attention cette semaine, les hausses de taux sont aussi attendues de la part d'autres banques centrales anglo-saxonnes, la très vénérable Banque d'Angleterre et la Banque de réserve d'Australie. Mercredi 4 mai, à plus de 97% de probabilité, le marché anticipe deux hausses de taux d'un coup
Oui, 2 hausses de taux d'un coup de la Fed. De la Fed. Comment s'informer en temps réel? Je vous conseille à vous rendre plus simplement en direct sur le site de la Banque de réserve des États-Unis, la Fed, où vous aurez sur la page des décisions de politique monétaire, à 20h01, heure d'Europe occidentale, heure de France, heure de Suisse francophone, le communiqué de presse qui va se présenter comme ça et qui indiquera les raisons pourquoi la Fed monte ses taux 2 fois d'un seul coup. Plus que jamais, cette hausse de taux, ces 2 hausses de taux vont intervenir alors que le marché action est sur le bord du gouffre technique. Mais la Fed n'a pas le choix, l'inflation est là et surtout, le plein emploi aux États-Unis. Alors me direz-vous, le plein emploi, vous en doutez, je ne suis pas là, nous ne sommes pas ici pour discuter de cela. La Réserve fédérale, eh bien, regarde les statistiques officielles, eh bien, c'est un fait, vous avez sous les yeux le taux de chômage aux États-Unis exprimé en pourcentage de la population active. Ce vendredi 6 mai sera publié aux États-Unis le rapport NFP, Non-Farm Payrolls, qui est le rapport officiel sur le marché du travail, publié chaque premier vendredi du mois. Eh bien, le taux de chômage, actuellement à 3,60% de la population active, est attendu en baisse à 3,5% de la population active, c'est-à-dire un retour pile poil au niveau d'avant-crise. Le taux de chômage aux États-Unis est revenu à ce que la Fed appelle le plein emploi. La croissance des salaires est à un niveau largement au-dessus de la cible de la Fed. L'inflation globale, biens et services, produits alimentaires, énergie, au plus haut depuis X années. La Fed n'a plus le choix. Eu égard au fait qu'en plus que l'économie américaine est beaucoup moins touchée que l'économie européenne par rapport à la guerre en Europe, et les États-Unis étant avant tout en mode America First, ils vont relever les taux. Alors nous serons probablement les dindons de la farce, un peu comme les l'once d'or, mais ça c'est l'émission Fast and Forex du mercredi. Eh bien, vous avez sous les yeux la deuxième grande raison qui verra, qui justifiera la hausse des taux de la Fed. Alors dans ce contexte, alors que Wall Street, le S&P 500, les GAFAM, le Nasdaq 100, le Nasdaq Composite, le Dow Jones, le Russell 2000 sont revenus au bord du gouffre technique, c'est-à-dire les bottom line de 2022, en français les plus bas annuels de 2022, qui correspondent précisément au plus bas du 24 février dernier, le jour de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, j'y viens, et nous sommes le lundi 2 mai, la première séance de bourse du mois de mai, avec cet adage que vous connaissez tous, que nous connaissons toutes et tous, sell in May and go away. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien non, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre aujourd'hui pour racheter en fin de mois. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre à découvert aujourd'hui pour racheter en fin de mois. La saisonnalité est une sous-discipline de l'analyse technique, qui consiste en approche statistique. Oh, les bases des mathématiques. Vous vous en souvenez, bien sûr, nos cours entre 10 et 15 ans, peut-être même 15 et 20 ans. La statistique de base, calculer une moyenne sur une période. Et lorsqu'on a calculé une moyenne, on calcule une variance, une covariance, et on peut même calculer une déviation, un écart type. C'est ça, la saisonnalité. C'est très intéressant de voir qu'effectivement, je vais vous présenter les chiffres, de voir qu'effectivement, si vous étudiez depuis 60 ans l'indice S&P 500, vous avez une période qui s'étend de janvier à avril, très positive en moyenne. Ce sont les meilleurs mois de l'année, la période qui s'étend de janvier à avril, en moyenne pour les actions américaines depuis 1964. Mais c'est une moyenne, c'est-à-dire que parfois c'est négatif, mais de manière minoritaire. C'est ça l'écart type. Cette année, nous ne sommes pas dans la moyenne. Regardez bien ce graphique, s'il vous plaît, une dernière fois. Entre janvier et avril, en moyenne, la performance est positive. Maintenant, accrochez votre ceinture. Voici la performance, j'enlève la vidéo,
du Nasdaq 100 et de ses composantes. C'est une heat map. C'est-à-dire que chaque quadrilatère représente les actions du Nasdaq 100 selon leur importance en termes de capitalisation boursière dans l'indice. Vous retrouvez naturellement les GAFAM, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google, Tesla, etc. Vous avez sous les yeux la heatmap avec la performance year to date, depuis le début de l'année, janvier à avril, cette période qui est censée être archi positive. Voyez l'année 2022, les performances négatives, moins 17 pour Microsoft, moins 11 pour Apple, moins 25 pour Amazon, moins 20 pour Alphabet, Google. Nous sommes clairement dans une année 2022 qui s'écarte de la moyenne observée pour le marché action sur cette période. Alors, donc, si le marché n'a pas respecté la moyenne observée depuis janvier à avril, va-t-il respecter celle du mois de mai? Le mois de mai qui, en prenant le mois de mai à titre individuel, est un des 3 pires mois de l'année en termes de performance, même pas un sur 2 positif, mais parfois on a un bon mois. Alors, si les 5 premiers mois ont été négatifs, va-t-on avoir au contraire un mois de mai aussi, donc en dehors de la moyenne, c'est-à-dire plutôt attendre vers son écart type positif? Comprenez-moi bien, le sell in May and go away, par expérience, a très bien fonctionné lorsque les premiers mois de l'année étaient positifs, et même souvent fin d'année dernière. Bon, là, on a eu 5 premiers mois très négatifs. Effectivement, eu égard au contexte, et les indices boursiers étant au bord du gouffre technique, ça peut être aussi négatif le mois de mai. Bon. Mais je voulais ici insister sur le fait que, déjà, redéfinir à quoi correspond cet adage, et surtout rappeler que c'est un adage qui concerne un mois précis, mais dans un contexte statistique lié à des périodes précédentes. Donc, il ne s'agit pas de croire que vendre aujourd'hui et racheter à la fin du mois sera une bonne stratégie. Analyse technique. La semaine dernière, les résultats des GAFAM, qui pèsent 30% du Nasdaq 100, qui pèsent 35% du SP500. Focus sur le Nasdaq 100, vous bénéficiez aussi d'une nouvelle clôture technique en données mensuelles. Nous allons regarder les graphiques en données mensuelles. Voici le bilan la semaine dernière du Nasdaq. Vous retrouvez la heatmap du Nasdaq 100, mais cette fois-ci, chaque quadrilatère représente toujours la capitalisation boursière, mais les performances, cette fois-ci, sont celles de la semaine dernière. Eh bien, si le Nasdaq 100 et le Nasdaq Composite s'accrochent à leur plus bas annuel, je l'illustre. Vous avez ici le SP500. Regardez le SP500. En données hebdomadaires, alors vous connaissez le débat entre soit l'épaule tête-épaule ou trading range. En données journalières, c'est passionnant, c'est passionnant. Nous sommes revenus pile poil sur la mèche basse du 24 février 2022, qui était le jour de l'invasion de l'Ukraine. C'est le bord du gouffre. Briser ça, c'est l'épaule tête-épaule. Briser ça, c'est en mensuel. Et je montre le système Ishimoku. Revenir à Kijun-sen, c'est refaire le marché baissier de 2007-2008. La différence, prenez par exemple le RSI. Depuis 12 ans, on tient 50. C'était des corrections intermédiaires en mensuel, graphique mensuel. Sauf en vrai bear market, le dernier vrai bear market remonte à la crise financière, où on avait brisé 50 et revenu en bas. Là, vous voyez, on tient d'ailleurs, c'est pareil. Sur le Nasdaq Composite, il est dessus. Le Nasdaq 100, le RSI mensuel est dessus. Et là, vous avez 2007-2008. C'est pourquoi nous sommes vraiment au bord du gouffre technique. C'est un fait. C'est l'enseignement de la clôture technique mensuelle. Mais être au bord du gouffre technique autorise soit de sauter à pieds joints après avoir regardé en bas, ou autorise un pas arrière, un pas de côté, et on tient le marché. On tient le support. Donc, c'est vraiment le débat du moment. Et la semaine dernière, si le Nasdaq 100 a tenu son support, c'est parce que Facebook a rebondi, Microsoft a rebondi, neutralisant, équilibrant Google, Apple, Amazon. D'ailleurs, c'est une semaine de Fed. Haro sur les taux d'intérêt. Vous avez ici sous les yeux
un graphique en données mensuelles. Oui, car on vient d'avoir une nouvelle clôture mensuelle. Regardez bien s'il vous plaît ce graphique. Vous avez sous les yeux le rendement obligataire à 10 ans et à 30 ans de l'État fédéral américain. Depuis 40 ans, mensuel. Voyez la baisse des taux depuis 40 ans. Et là, nous serions tout proches de faire une cassure technique haussière, tout proche de mettre un terme à toutes ces années de baisse pour repartir. Tout se joue cette semaine avec la Fed. Son discours en termes de perspective peut permettre de rester dans cette phase de baisse depuis 40 ans, ce que Wall Street appréciera. Mais son discours, s'il est trop hawkish, verra une interruption de cette tendance baissière, trend, depuis 40 ans. Wall Street n'y résistera pas. Les plus bas de 2022 céderont. C'est la clé, c'est l'enjeu. C'est donc une semaine où l'on voit le bord du gouffre technique, où l'on voit une décision de politique monétaire de la Fed potentiellement historique, le rapport NFP et des niveaux techniques majeurs qui sont testés. Une autre donnée, je trouve intéressante, je vous la montre ici, l'écart relatif à la moyenne mobile à 200 jours. Je vais passer en plein écran. Vous avez ici un graphique qui représente l'écart relatif à la moyenne mobile à 200 jours. Actuellement, 27% des actions américaines sont au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Historiquement, sur 20 ans, les points bas de marché baissiers ont été faits lorsque 5 à 10% des actions américaines étaient au-dessus de leur MM200, c'est-à-dire 90% en dessous. Et là, vous voyez que malgré le choc depuis le début de l'année, on est parvenu dans cette zone. Ça, c'est plutôt désengageant. Ça, c'est plutôt un risque pour nos grands indices boursiers, et notamment les indices US. Alors, cette semaine verra le choix technique du marché. Soit il tient le plus bas de 2022 et continue son range en place depuis le début de l'année, privilégiant ainsi cette phase latérale qui peut tout à fait se développer. Soit au contraire, il brise avec fracas les plus bas de 2022 sur le S&P 500, sur le Nasdaq 100, sur le Nasdaq Composite, et un tel signal ouvrirait le chemin d'un retour en direction des plus bas, des plus hauts ici, d'avant le déclenchement de la crise sanitaire. Voilà l'enjeu technique du moment. La semaine dernière, seul le titre Facebook a eu un comportement technique intéressant, Meta de son nouveau nom. Je confirme que de tous les titres GAFAM, c'est le seul qui m'intéresse sur le plan technique, avec cette superbe ligne de tendance haussière moyen-long terme qui a été rejointe après la baisse depuis le début de l'année. Voyez en hebdomadaire l'impact des résultats la semaine dernière, activant presque une divergence haussière hebdo. Je pense que Facebook est en train de construire un renversement haussier au-dessus de la zone des 180-185 $. J'invalide mon point de vue en cas de rupture des points bas du 27 avril à 169 $. Ce sera le stop de protection d'une stratégie de renversement haussier sur ce titre. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Top Gun de ce lundi 2 mai. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Passez une excellente semaine. Et puis, à mercredi pour le Fast and Forex. Merci.